Bonjour. Un jour, ma psy est passée à l'acte. Enfin, mon ancienne psy. Voici mon témoignage sous forme de lettre ouverte à cette personne. C'était en 2014, je m'en souviens comme si c'était hier. Je venais tout juste de perdre ma mère et l'une de mes plus anciennes amies était en train de perdre sa lutte contre le cancer du sein. Après 30 ans d'amitié, elle aussi allait mourir d'un jour à l'autre. La seule question était de savoir quand. Mon chagrin et mon désespoir étaient immenses. Une peine abyssale que je venais déposer en séance de thérapie chez toi. C'est pourtant le moment précis que tu as choisi pour passer à l'acte et me téléphoner de bon matin pour m'annoncer par téléphone que tu arrêtais ma thérapie sans explication ni aucune forme de préavis. Tu n'en pouvais plus de moi, tu ne me supportais plus. Je cite. J'utilise le verbe choisir car je considère que c'est un choix délibéré que tu as fait de m'appeler moi plutôt que ton superviseur ce matin-là. Tu ne supportais plus rien de moi, même plus ma vue physique, au point que tu m'as demandé de ne plus jamais repasser à ton cabinet, pas même pour te rendre l'écrit de 3e cycle qu'une cliente t'avait confié sous le sceau de la confidentialité et que tu m'avais ensuite prêté pour que je le lise sans son accord. Sa lecture était censée m'éclairer sur ma propre personnalité. Je t'ai donc renvoyé le document le jour même par la poste, malgré les 5 minutes à pied qui nous séparaient. Je n'avais plus la force de me rebeller, ni de te refuser cette demande sans fondement. C'est quand tu as exprimé que tu imaginais que je voudrais peut-être garder l'exemplaire original que j'avais entre les mains pour me venger, que j'ai compris que tu me recouvrais d'une immense projection qui n'était tout simplement pas moi. Quand tu as crié au téléphone « Je n'en peux plus, tu es une cliente horrible !» Je cite. J'ai tout de suite su que tu t'adressais à cette projection, mais vraisemblablement pas à moi, ta cliente ordinaire qui n'avait même pas l'élan de te confronter. Habitant le quartier de ton cabinet, j'ai toujours été à l'heure et je n'ai jamais annulé aucune séance. Qu'avais-je donc de si horrible, si ce n'est mon chagrin immense que tu ne savais pas accueillir? Je ne m'en remettais pas d'avoir perdu ma mère. Tu avais perdu la tienne et tu m'avais dit que tu avais bien vécu ce deuil. Tu n'avais même pas pleuré à son enterrement. J'admirais ta force, moi qui m'effondrais un peu plus chaque jour inexorablement. Ce que je nommais force à ce moment-là, je le nomme aujourd'hui déni. Tu ne supportais plus ma souffrance, ni même mes progrès réalisés au cours de stages plus longs avec d'autres gestalt-thérapeutes que toi. J'avais l'impression que ta faille narcissique se réveillait et s'animait dès que j'évoquais mes week-ends de thérapie de groupe dans lesquels je puisais pourtant tant de réconfort et un peu de vie à chaque fois. Au lieu de te réjouir de l'existence de ces autres espaces thérapeutiques complémentaires aux tiens, tu ne supportais ni les qualités que je leur trouvais, ni les avancées psychologiques que je réalisais, il est vrai, sans toi. La compétence des autres te renvoyait à ta pratique en cabinet sans la moindre expérimentation et finalement sans aucune pratique de la gestalt-thérapie. En 2 ans, tu ne m'as jamais fait expérimenter quoi que ce soit. Tu me l'as même dit au téléphone dans un énième reproche. Avec toi, je n'ai jamais réussi à faire de la gestalt. Comme si c'était de ma faute. C'est pourtant pour cette compétence que je venais te voir et que je te payais. J'avais lu que la gestalt-thérapie était efficace. Et effectivement, elle l'est. Mais elle l'est quand le gestalt-thérapeute fait de la gestalt-thérapie. Mais pas quand il n'en fait pas. Parlons de ton cadre. Le cadre que tu m'avais fait signer prévoyait 4 séances pour se séparer si j'arrêtais moi ma thérapie avec toi. 4 séances pour se séparer en douceur et prendre le temps de se dire au revoir. Quant à toi, ce cadre t'engageait à m'accompagner aussi longtemps que j'en aurais besoin. J'ai eu la faiblesse de te croire. Il t'a suffi d'un seul appel depuis ta voiture sur le chemin de ton cabinet pour me laisser tomber comme une merde. Quel choc pour moi qui était déjà en deuil et non pas des moindres, celui de ma mère et qui attendait le décès de Christelle. Tu m'as même dit en raccrochant, tu n'as qu'à aller te faire soigner avec ta bande de psy. Quel mépris pour moi et pour tes collègues dont certains plus seniors t'ont même formé à l'EPJ.
Tu sais quoi? Heureusement qu'elle était là, ma bande de psy, pour rattraper tes conneries. Et me rattraper quand je suis arrivée totalement effondrée au regroupement suivant. Je me souviens que j'éprouvais même de la honte à raconter ce qui m'était arrivé. Et si jamais ces psys allaient eux aussi me laisser tomber? Et si ma souffrance était vraiment insupportable, même pour un psy? J'étais sous le choc, totalement traumatisée par la violence inouïe de cet abandon thérapeutique aussi improbable qu'irresponsable et douloureux. Le jour où tu m'as téléphoné, j'ai compris en le vivant corporellement qu'avoir le sang qui se glace n'était pas qu'une expression imagée de la langue française. Je l'ai vécu réellement dans mon corps. Mes veines se sont glacées quand j'ai soudain réalisé qu'après 2 ans de thérapie avec toi, il ne me restait plus rien, pas même une séance pour te dire au revoir et tenter de comprendre ce qui s'était passé pour nommer cet horrible que tu revivais à l'occasion de moi. À la place de cela, la violence, puis le silence. Pendant quelques semaines, j'ai même attendu un signe. Je me suis naïvement dit que tu allais forcément me recontacter une fois que tu aurais échangé avec ton superviseur sur ton passage à l'acte et ce qui l'avait motivé. Je me racontais que ta conscience professionnelle ou simplement ton awareness ne pouvait pas être aussi inexistante. Une fois de plus, je me trompais. Pas un signe, pas un email, rien. Ce matin-là, quand tu as raccroché après ton monologue hystérique au téléphone, mon désespoir était tel que j'ai failli ouvrir la fenêtre et sauter. Si même la psy que je payais chaque semaine ne supportait pas mon chagrin, alors à quoi bon continuer à traverser toute cette souffrance et toutes ces larmes désormais seules? Ce jour-là, ce qui m'a sauvée, c'est le coup de fil d'une amie qui a tout de suite compris en entendant le ton de ma voix que quelque chose n'allait pas du tout. Je lui ai tout raconté, les horreurs que tu venais de me dire et la solitude affreuse dans laquelle ton passage à l'acte me plongeait. L'écoute bienveillante et chaleureuse de cette amie, son humour quant au choix de mes psys, m'a permis de ne pas sauter du 6e étage et d'attendre patiemment mon groupe de thérapie qui heureusement était programmé 2 jours après. Aujourd'hui, j'ai décidé de raconter mon histoire pour 2 raisons. La première, c'est qu'à 50 ans, je nomme et dénonce enfin l'abus dans ma vie, quelle qu'en soit sa forme. La seconde, c'est qu'il y a quelques semaines, tu as liké ma page professionnelle, le blog de la Gestalt, te faisant réapparaître 5 ans après dans ma vie sans que je n'ai rien demandé. Alors j'ai imaginé une erreur de manipulation informatique malencontreuse de ta part, ça peut arriver. Mais hier, quand tu m'as invité comme ami sur Facebook, j'ai réalisé que ce n'était pas une erreur, mais bel et bien un nouvel acte délibéré, un acte choisi, auquel aujourd'hui je choisis de te répondre ainsi, car non, tu n'es pas mon ami, ni sur Facebook, ni dans la vie. Tout cela m'interroge. Quid des codes de déontologie qui te lient à tes clients au moment d'arrêter leur thérapie? Et quid de ces mêmes codes qui te lient encore aujourd'hui à tes clients du passé? Sur ton nouveau site internet, tu as écrit « Je suis totalement engagé à vous accompagner dans une relation thérapeutique réparatrice ». Dans ta relation thérapeutique avec moi, le mot exact serait plutôt dévastatrice. Alors en Gestalt thérapie, il y a la règle du stop. Tu m'entends bien? Je te dis stop. Stop! S'il te plaît, pour la sécurité de tes clients aujourd'hui, je t'invite à t'interroger sur ta supervision et aussi sur tes besoins personnels en thérapie. Vous reprendrez bien une petite tranche, non? Ta pratique thérapeutique s'est avérée si dangereuse et si dommageable pour moi que ce serait triste, il me semble, que tu ne t'en rendes jamais compte. Signé Marie-Odile, une cliente qui ne te dit pas merci. Voilà, ceci était mon témoignage sous forme de lettre ouverte à cette personne. Pour moi, c'était important de le faire parce que, il m'a semblé important de lui répondre, et puisqu'elle me contacte par les réseaux sociaux, je lui réponds par les réseaux sociaux. 2, j'entends aussi que c'est arrivé à beaucoup de gens, des passages à l'acte de leur thérapeute, et beaucoup de ces personnes éprouvent de la honte par rapport à ce qui leur est arrivé. Et ce n'est sans doute pas au client de prendre la responsabilité d'un passage à l'acte. Même si c'est quelque chose qui s'est co-construit, c'est au psychothérapeute de faire ce qu'il faut dans sa thérapie personnelle pour ne pas être animé de la sorte. Et puis c'est aussi au psychothérapeute d'aller gérer ces passages à l'acte en supervision afin de les éviter
et puis de les gérer ensuite quand ils arrivent, de les élaborer et de trouver avec son superviseur une suite, une solution pour ce client. Je voudrais encore ajouter plusieurs choses. Mon but ici n'est pas de dénoncer la faute professionnelle, même si elle est immense. Et dans mon cas, j'étais vraiment déjà en grand désespoir, c'est vraiment très mal tombé. Mais les fautes professionnelles, aussi immenses soient-elles, ça peut arriver à n'importe qui et ça pourra m'arriver demain. Ce que je dénonce ici, c'est qu'après cette faute professionnelle, il ne soit rien passé. C'est-à-dire la faute professionnelle, elle est malheureuse, mais le pire dans l'histoire, c'est qu'elle n'ait pas été gérée ensuite. Je ne sais pas si le superviseur de cette personne a été mis au courant de ce qui s'était passé. Tout ce que je sais, c'est que moi, en tant que client, je n'ai plus jamais eu de nouvelles après ce coup de fil. Et ça, c'est vraiment problématique. Si je n'avais pas eu d'autres espaces thérapeutiques, il aurait pu se passer quelque chose de très grave. Et c'est peut-être toute la gestalt thérapie qui aurait été éclaboussée. C'est vraiment à nous, en tant que gestalt praticien, gestalt thérapeute, de prendre soin de nos blessures, de notre thérapie personnelle, pour que ce que racontent nos clients ne nous fasse pas grimper dans les tours et passer à l'acte. Ça me paraît une évidence. Ensuite, je veux ajouter que si cette faute professionnelle s'est passée en gestalt thérapie, cela ne me remet en aucun cas en cause la gestalt thérapie. La gestalt thérapie m'a littéralement sauvé la vie une fois que j'ai confié ma psychothérapie gestalt aux personnes qui me faisaient vraiment vivre de la gestalt thérapie. J'y ai rencontré des psychothérapeutes vraiment formidables, hyper compétents, hyper puissants, qui m'ont même donné envie de faire ce magnifique métier de gestalt thérapeute. Aujourd'hui, j'ai un cabinet de gestalt thérapie à Paris et à Milly-la-Forêt et je fais aussi des séances en ligne par Internet pour les personnes qui sont trop loin pour se déplacer. Si vous voulez comprendre pourquoi cette psychothérapie gestalt est numéro 1 aux États-Unis et en Amérique latine, je vous offre votre premier contact avec moi. Vous trouverez le lien sous cette vidéo pour prendre rendez-vous. Et je vous promets de ne jamais vous donner un coup de fil comme j'en ai reçu. Alors, si vous avez une souffrance qui vous bouffe la vie, si vous voulez être plus libre, travailler sur vous et devenir la personne que vous pouvez être, n'hésitez pas, prenez contact avec moi et nous allons regarder ensemble comment y parvenir. Pour ceux que ça intéresse, je vous dis à bientôt de l'autre côté.